Je voulais aujourd'hui parler d'un certain Alain de Benoît qui a fait un article sur son blog qui s'intitule Psychologie du conspirationnisme. Psychologie du conspirationnisme, c'est-à-dire que ce personnage se proposait de faire une étude de la psychologie des conspirationnistes. Bon, c'est une tâche ardue, prétentieuse, mais je me suis dit qu'il faut bien lire ça, le détailler, et essayer d'en sortir quelque chose, de voir ce que ça donne. 17 pages, quand même, il est allé loin, pas assez à mon goût, mais je voulais en fait vous lire quelques passages, peut-être pas la totalité parce que ça va être un peu lourd, mais quelques passages avec quelques aspects, enfin quelques réponses à lui donner. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? On suppose ici connus les traits généraux des théories conspirationnistes ou théories du complot. Il s'agit de ces théories qui interprètent des pans entiers de l'histoire et singulièrement de l'histoire contemporaine, voire la totalité de l'histoire humaine comme le résultat de l'intervention de forces obscures agissant de façon souterraine pour parvenir à des fins inavouables. La conspiration revêt en général une forme hiérarchique pyramidale. Avant de commencer dans toute chose, je tiens à signaler à M. Benoît que nous ne sommes aucunement des théoriciens, d'accord ? Même si le mot théorie veut dire en grec théoria, c'est-à-dire observation, nous avons effectué des observations, mais ce n'est pas l'observation qui compte, c'est l'acte observé qui compte et la preuve. Donc, je laisse, c'est très prétentieux, c'est très pompeux, théoricien. Je laisse ça aux physiciens et aux mathématiciens, aux médecins aussi, pourquoi pas, les théories des cellules souches, les théories, ce sont des choses un peu trop pompeuses pour nous. Nous ne sommes que de simples citoyens qui exigeons des comptes. C'est tout. C'est pas très compliqué la vie. Donc je réfute le terme de théorie. Pourquoi ? Alors, théorie veut dire, comme je le disais, ça vient du grec, ça veut dire observer. Mais en fait, dans le langage courant, il prend pour sens l'abstraction. C'est l'antonyme, si vous voulez, de pratique. Il y a la théorie et la pratique. Donc c'est un petit peu le sens que prend ce. Si c'est son sens premier, je l'accepte à la rigueur. Mais si c'est le sens abstraction, théorie, spéculation, là je suis plus d'accord du tout. Parce que nous avons des preuves et nous sommes prêts. Notre rêve, c'est d'aller au tribunal présenter ces preuves. Le problème, c'est que personne ne veut aller au tribunal parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Nous voulons aller au tribunal présenter les preuves du complot d'une élite dégénérée. Nous avons les noms, nous avons les vidéos, nous avons les audios, nous avons les textes signés. Nous avons beaucoup de choses. Il y a des centaines de documents que M. de Benoît omet de citer. Et c'est ça que l'on veut. Donc les théories c'est trop pour nous là, les théories. Nous sommes dans la pratique la plus simple, la plus basique. Et quand il dit les théories qui interprètent des pans entiers de l'histoire, pas du tout. Nous parlons de quelques faits. On ne veut pas interpréter des pans entiers de l'histoire. Personne ne contrôle des pans entiers de l'histoire. C'est stupide que de dire ça. Voir la totalité de l'histoire humaine qu'il répète. La totalité de l'histoire humaine. Alors déjà, j'aimerais bien qu'il m'explique pour lui qu'est-ce la totalité de l'histoire humaine. Est-ce que c'est à partir du cunéiforme sumérien ? Ou est-ce qu'à partir d'Adam et Ève, est-ce qu'il prend en compte les Manvantara ? Est-ce qu'il prend en compte tout ce qui a été disparu, qui est inaccessible à l'homme ? Donc la totalité, là, du coup, ça ne veut strictement rien dire. Donc, cher Alain de Benoît, je trouve que vous, non seulement vous donnez des adjectifs à vos adversaires, ou du moins à vos études, aux personnes que vous étudiez, dont vous étudiez la psychologie, mais en plus vous leur prêtez d'étranges prétentions
étudier la totalité de l'histoire humaine. C'est tout à fait ridicule. Donc je le réfute. Non, on ne cherche pas à expliquer la totalité de l'histoire humaine. Nous cherchons à expliquer le pourquoi de l'article 104 de Maastricht. Voilà. Si vous voulez faire un texte intéressant, monsieur le professeur, j'aimerais bien que vous nous fassiez un article, une étude sur l'article 104 de Maastricht, 1992, signé par Mitterrand, Bérégovoy et le dégénéré franc-maçon de Roland Dumas, et nous expliquer pourquoi nous avons cédé aux banksters privés le droit de battre monnaie. Ça, si c'est pas un complot ourdi contre le peuple, la souveraineté du peuple à battre monnaie, qui nous oblige à payer des sommes astronomiques d'argent virtuel, c'est plutôt notre sueur, c'est notre sueur, elle n'est pas virtuelle, mais l'argent qu'on rembourse, il est virtuel. Donc ça, j'aimerais bien qu'on m'explique ça, mais bon, c'est pas grave. On va avancer, on va aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que certaines sociétés secrètes existent réellement, et on leur prête des ambitions et des pouvoirs démesurés. Bon, puisque après il parle de certains textes comme les Munita Secreta ou les protocoles des sages de Sion. Bien sûr, les deux sont des faux, ce qui est le dernier de nos soucis, même si les protocoles, comme il le dit très bien, on a l'habitude de dire que même si c'est un faux, c'est vrai que ce qui est dit est tellement vrai, mais là, là n'est pas la question. On s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est quand il parle de sociétés secrètes qui existent réellement et qui ont des ambitions et des pouvoirs démesurés. Donc, je ne vais pas dire démesurés, moi, je vais dire extraordinairement puissante, société secrète très puissante, et je vais lui demander de me faire une deuxième étude, si vous permettez, monsieur de Benoît, une deuxième commande, une étude sur les Skull and Bones. Si vous voulez une petite recherche, faire une petite revue bibliographique, je vous invite à aller étudier tous les travaux de Ron Rosenbaum, le journaliste du New York Observer, ainsi bien sûr évidemment d'Anthony Sutton, qui a écrit un livre assez extraordinaire sur les Skull and Bones, qui est même traduit en français, même si je pense que vous arriverez certainement à le lire en anglais. Donc il parle de toutes les grandes histoires des siècles, des 2 derniers siècles, Cagliostro, l'abbé Baruel, John Robinson, etc. Donc, mais bien sûr, il ne rentre jamais dans le détail. Est-ce que réellement l'émissaire des Illuminés de Bavière a existé? Est-ce qu'il s'est réellement fait foudroyer à Ratisbonne? Et que contenaient les textes de ces émissaires, de cet émissaire? Que contenait la lettre que cet émissaire qui a été foudroyé à Ratisbonne allait distribuer à toutes les loges complotistes Illuminati? Voilà, qu'est-ce que Adam Weishaupt voulait dire? Ça serait intéressant. Pourquoi il ne parle pas de ça? C'est quand même assez bizarre. Il cite des gens. Qui va aller lire les mémoires du jacobinisme, mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme d'Augustin de Baruel? Qui va aller lire les livres de John Robinson? Personne. Donc la moindre des choses, c'est qu'il nous mâche le travail et qu'il nous le fasse. Pas du tout. Il les cite, il dit que c'est presque, ça ne sert à rien, et il continue. Donc c'est assez ridicule. Franchement, c'est nul, ça ne sert à rien, de les citer, on les connaît tous. C'est un article de Wikipédia en fait qu'il nous a pondu là, c'est ridicule. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a un caractère obsessionnel et répétitif, qu'il a maintes fois été souligné. On a des constantes psychologiques et des attitudes mentales caractéristiques. Donc bien sûr, là on s'approche de quoi? On s'approche du goulag. La camisole de force, elle n'est pas très loin, le goulag non plus. Voilà, bientôt, on nous traite de fous, d'attardés mentaux, et que vous remarquerez que c'est
C'est l'attitude trotskiste-léniniste de toute personne qui désire cacher quelque chose. Elle vous traite de fou. C'est assez kafkaïen, c'est ridicule, mais bon. De sa part, c'est violent, hein, c'est quand même grave. Hein. Puis il va nous expliquer, il dit texto, la première observation que l'on peut faire est que les théories du complot, alors même qu'elles ne cessent de parler des forces secrètes, de puissances invisibles, d'actions souterraines, proposent elles-mêmes un schéma qui, loin d'être opaque, se fonde au contraire sur le postulat d'une extraordinaire transparence de l'action historique. Oui, mais si vous étiez intelligent, vous auriez compris qu'une théorie du complot n'est cachée que très très peu de temps lorsque l'idée surgit. Mais après cette théorie du complot, il faut obligatoirement qu'elle s'applique, que les actions ressortent dans la vie quotidienne, dans le réel, ce qui fait que obligatoirement on s'en rend compte. Hein, on n'est pas bête. Autre chose, quand on veut comploter à ce niveau-là, on est très nombreux, donc l'information sort. Il y a des gens qui sont sortis de ces milieux-là et qui ont dénoncé ce complot. Est-ce que c'est tous des fous ou des menteurs? Parce que vous aurez du mal à expliquer tout ça, à tous les dénigrer, à dire que tous sont des fous, des psychopathes, des paranoïaques, des schizophrènes. Vous aurez du mal à faire croire ça à tout le monde. Voilà, c'est clair, c'est ridicule. Puis il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que on a dit que tout a été orchestré, absolument tout. Faux. Donc, je le répète, on n'a jamais dit qu'ils ont tout orchestré, jamais de la vie. Ça n'a jamais été dit. Ils ont toujours eu des bâtons dans leurs roues. Si la foudre a ratatiné l'émissaire d'Adam Weishaupt à Ratisbonne, c'est que la Providence gère quand même certains aspects de la vie sur Terre. Par contre, j'ai la preuve manifeste, une preuve physique, une preuve, enfin c'est factuel, il y a rien de, on peut pas renier ça, on peut pas contredire que il y a un complot médiatique, hein, on va parler que des médias français, concernant l'information, hein, qui dit média dit information. Par exemple, le dernier en date, c'est Bigard, qui s'est fait interdire d'Europe 1 après avoir émis l'hypothèse d'un attentat du 11 septembre fait par inside job, comme le disent les Américains. Ils sont des dizaines de millions à le croire. Hein. C'est comme si Bigard avait dit une énormité, qu'il était le seul au monde à le croire, ce qui est quand même assez ridicule. Donc ce type a été incendié par les médias, alors que plein de pays remettent en cause, la Russie, l'Italie, le Japon, enfin le monde entier remet en cause tout ça, sauf les médias francaouis, hein, et ils sont tous d'accord pour éjecter Bigard, tous d'accord. L'homme qui était l'humoriste le plus vendu, avec le plus de succès en France, s'est transformé en dernière des raclures imaginables. Donc si ça, c'est pas une entente manifeste, c'est quoi? Si ce n'est un complot contre l'intérêt du peuple à être informé. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on propose. Je vais pas parler de Dieudonné, parce que là, ça serait trop lui demander, hein, n'est-ce pas, monsieur de Benoît? Puis, qu'est-ce qu'il nous dit? On continue. La théorie conspirationniste est donc avant tout une théorie antagoniste, voire négatrice du hasard et de l'aléa. Donc c'est toujours la même chose. Hein, il dit que c'est ce qu'il a dit, tout a été orchestré, il peut pas y avoir de hasard ou d'aléa. C'est faux, on n'a jamais dit ça. J'aimerais bien qu'il sorte un texte, une phrase qui disent ça. Voilà, qui disent qu'il y a pas de... D'abord, il y a plein de gens qui les combattent. Donc, je vois pas ce qu'ils racontent. C'est ridicule. C'est ridicule. Puis, il parle en trois lignes, il parle du dirigeant noir antisémite américain Louis Farrakhan, qui parle du dollar et qui dit que sur l'aigle, il y a 13 étoiles avec lesquelles on peut dessiner l'étoile de David.
Alors, premièrement, je me demande comment il a fait pour résumer le talisman qu'est le dollar américain, de 1 dollar, en 3 lignes. Parce que là, franchement, il en faut, je sais pas, il faut au moins une trentaine ou une quarantaine de pages pour expliquer tout ça, pour rentrer dans la symbolique de la pyramide, la symbolique de l'aigle et donc du phénix, qui est le même que celui de Hitler, et de toute la franc-maçonnerie, hein, que vous trouverez dans la couverture de Morals and Dogma de Albert Pike. Ça va tellement, le hibou, le nombre de flèches, le nombre de fruits, le nombre de plumes rectrices et de plumes des ailes de l'aigle, ou plutôt du phénix, le nombre de... c'est hallucinant, le nombre de briques, Annuit Coeptis, Novo Sordus Seclorum, tout ça il n'en parle pas. Il parle d'étoile de David alors que ce monsieur érudit devrait savoir qu'il s'agit du sceau de Salomon. Et que là, ça change tout quand il s'agit de franc-maçonnerie, sachant que le temple maçonnique est un mimétisme, est une copie conforme du temple de Salomon. Donc là, nous avons même beaucoup d'omissions ou plutôt d'ignorance, peut-être, n'est-ce pas, monsieur de Benoît? Donc, j'estime que quelqu'un qui en ignore tant sur le sujet devrait se préserver le droit de donner son avis. Ça lui éviterait bien des inconvénients. Donc, vous remarquez donc que ce monsieur de Benoît nous attribue des pensées qui ne sont pas les nôtres. Hein? Voilà, c'est franchement, on n'a jamais dit ça. C'est pourtant pas compliqué. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit en plus ? Je continue. Bien entendu, les théories du complot ont avant tout une fonction explicative. Elles ont pour but de rendre clair ce qui, de prime abord, semble défier l'entendement. La Révolution française, véritable coup de tonnerre dans l'histoire des monarchies européennes, a précisément été ressortie par nombre de contemporains comme un événement aussi formidable qu'incompréhensible. Comment est-il possible que l'ordre naturel fût renversé de la sorte? Comment autant de choses ont-elles pu être bouleversées en si peu de temps? Cela ne peut s'être opéré normalement, et encore moins par hasard. Et comme les causes visibles ne paraissent pas suffisamment convaincantes, il faut bien qu'il y ait des causes invisibles. À partir de là, les théories du complot peuvent apporter leurs explications. Il en va de même dans toutes les périodes de désarroi collectif, d'inquiétude, d'angoisse, période où précisément on ne comprend plus ce qui se passe. Période où se répand le pessimisme parce que tout paraît en crise, ce sont alors les mêmes questions qui reviennent. Pourquoi est-ce que tout va mal? Pourquoi est-ce que tout paraît affecté d'un irrémédiable déclin? Pourquoi le négatif semble-t-il l'emporter sur ce qui était vécu auparavant comme positif, naturel, allant de soi? Il faut que tout ce mal ait une cause, les théories du complot identifient cette cause. Donc il va même jusqu'à dire que les thèses conspirationnistes s'avèrent par là foncièrement rassurante. Alors là, on atteint le fond de la bêtise de cette étude, vraiment ridicule. Alors je reviens sur le paragraphe que je viens de lire. Alors primo, quand il s'agit des affaires d'État, rien n'est dû au hasard. Là, il faut qu'on soit clair. Il ne s'agit plus de tirage du loto. Là, il s'agit de forces extrêmement puissantes. Il y a des armées, des polices, des services secrets. Il y a des prisons pour vous massacrer, de la torture. Donc là, on ne rigole plus. Si vous essayez de faire un coup d'État, il faut être sûr de soi. Ça ne rigole plus. Si vous le ratez, il vous tue, les gars. Hein. Ça ne plaisante pas. Il vous décapite. Il faut être vraiment puissant. Il faut être sûr que l'armée est avec soi. Il faut être sûr que l'Assemblée suivra. Il faut être sûr de beaucoup de choses, d'être crédible. Donc à partir du moment où une révolution explose, cette révolution a été préparée. Exactement comme la révolution bolchevique l'a été, et il est insensé et stupide de croire qu'une révolution, qu'une milice puisse fonctionner sans argent. Et cet argent, on l'a suivi, c'est Max Warburg qui l'a donné en lingots d'or à Lénine et Trotsky. Trotsky, on connaît toute l'histoire, on a les facsimilés des bons, des télex qui ont été envoyés de Warburg, des frères Paul et Max Warburg. Bon, bref, ceci sont des faits, on est très très loin de la théorie. Donc, je veux dire par là
que quand on ne comprend pas un événement, ça ne veut pas dire que c'est qu'un truc bizarre s'est produit. Non, c'est juste qu'on a raté un virage, qu'on a raté un épisode, qu'une information nous manque. Parce qu'il ne s'agit pas là, ici, d'histoire de couple, d'histoire d'amis, il s'agit d'histoire de nation. D'accord? D'histoire de millions de personnes. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. D'accord? Et arriver à dire que la thèse de la conspiration est foncièrement rassurante, c'est totalement faux. Parce que très très peu de gens ont le courage de lire l'histoire telle qu'elle est, parce que justement les thèses officielles sont rassurantes. Parce que autrement, dire à quelqu'un que la conspiration existe, c'est lui dire qu'on lui a menti depuis toujours. Et ça, c'est tout sauf rassurant, monsieur de Benoît. D'accord ? Donc arrêtez de mentir, c'est pas bien de mentir à votre âge. C'est même triste. Et enfin et surtout, il nous dit qu'elle rend le monde plus simple en le dépouillant de ses contradictions. Ah bon? Ah bon? Non, non, elle le rend pas plus simple. Elle le rend plus vrai. C'est tout. Parce que c'est très compliqué de lire des centaines de livres pour comprendre le monde tel qu'il est. C'est pas simple. C'est compliqué de lire l'histoire des Illuminati, l'histoire de monarques ultra, l'histoire des chemtrails, c'est compliqué, c'est très complexe, c'est très troublant, c'est effrayant, je dirais même. Mais ça rend pas plus simple, ça rend plus vrai, c'est tout. Nous recherchons la vérité, c'est tout. C'est pas compliqué à comprendre. Et quand il répète, hein, il parle d'extraordinaire simplification qu'elle propose. Enfin, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Hallucinant. La simplification, c'est de se tenir à la théorie officielle qu'on a à l'école. Hein, de se tenir à la théorie officielle des visites de musées, hein, que vous faites quand vous êtes petit, à partir de l'âge de 10 ans. Tous les musées que vous allez faire, toutes les dissertations, toutes les cochonneries qu'on va vous mettre dans la tête, hein, de l'école républicaine laïco-maçonnique, hein, et quand on sait ce que veut dire laïque, on est vraiment attristé. Donc c'est ça, la simplicité, c'est de se laisser bercer par ce mensonge. Sortir de ce mensonge et rentrer dans la réalité exige une énergie phénoménale que peu de gens peuvent fournir. N'est-ce pas, monsieur de Benoît? Je continue. Je le cite. On voit par là quelles sont, pour leurs adeptes, les vertus de ce genre de théorie. En expliquant, elles rassurent, mais elles permettent aussi de faire une remarquable économie d'efforts, à quoi bon se livrer à une multitude d'enquêtes historiques, psychologiques, sociologiques, pour tenter d'élucider le sens des événements et la nature du social, quand la théorie du complot permet de s'en tenir à une cause unique. Alors ça, c'est totalement faux. C'est ahurissant de mauvaise foi. C'est ahurissant. Ahurissant. Il y a des centaines de livres à livres dont on ne parle jamais. Des centaines de livres à livres, je ne vois pas en quoi ça présente une économie d'énergie, une économie d'effort. Alors là, c'est franchement impressionnant de mauvaise foi. C'est complètement faux. Dites-nous que ces livres sont faux, que ces livres sont débiles, qu'il est inutile de les lire, certes, mais allez voir des conférences de dizaines de personnes, que ce soit aux États-Unis, dans le monde entier, en France, allez écouter ces gens parler, allez écouter le docteur Gernez vous expliquer qu'il y a quand même un complot en médecine contre ces découvertes. On l'a empêché de sortir ces découvertes. Il y a des preuves, il y a des noms, il y a des gens qui sont cités, il y a des événements, il y a des témoignages. Enfin, c'est hallucinant, franchement, c'est hallucinant de mauvaise foi. C'est pitoyable. Je continue. Il dit, je le cite, « Le thème essentiel devient alors celui du codage et du décodage. Au conspirateur qui s'emploie à dissimuler ses interventions, répond celui qui dévoile la conspiration parce qu'il sait en décoder les manifestations. » Vous savez, monsieur de Benoît, les conspirateurs dissimulent de moins en moins leurs interventions, mais vraiment de moins en moins. Tout est écrit, absolument tout, mais vraiment tout. Je veux dire par là que quand vous avez la réunion de la World Policy Conference et qui parle de nouvel ordre mondial, je vois pas qu'est-ce qu'il cache. Vous devez savoir certainement
Hein. D'ailleurs, j'aimerais vraiment, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir à quelle loge maçonnique vous appartenez. Ça serait vraiment très intéressant d'avoir cette information. Ou autrement, vous êtes complètement, vraiment dégénéré. Hein. Par exemple, quand on dit qu'il ne dissimule pas, pourquoi il ne dissimule pas? Tout simplement parce que Rockefeller, David, a écrit dans ses mémoires au chapitre 27, si je ne m'abuse, à la page 405, il a écrit texto. Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée ainsi qu'une structure économique, un seul monde, si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Donc là, les gens, ils ne dissimulent plus rien. Hein. Le Codex Alimentarius ne dissimule absolument rien du tout. Quand vous avez George Bush le 11 septembre 1991 aux États-Unis parle de nouvel ordre mondial. Quand Sarkozy le 6 septembre 2007 à la tribune de l'ONU parle de nouvel ordre mondial. Balladur qui va à l'association de presse du Bohemian Club parle de nouvel ordre mondial. Actuellement au niveau financier, Balladur n'a cesse de répéter le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial. Dominique Strauss-Kahn parle de nouvel ordre mondial. Bon, pourquoi vous parlez de dissimulation? Personne ne dissimule plus rien. Là, le complot, il est en train de se réaliser très très vite. Alors, il évoque René Guénon, puisqu'au début, il a parlé des supérieurs inconnus. Il faut savoir que René Guénon a beaucoup parlé de supérieurs inconnus. Mais surtout, il parle de quelque chose de typiquement guénonien, qui s'appelle la contre-initiation. Alors, qu'est-ce qu'il dit? À l'exemple de cette contre-initiation évoquée par certains auteurs traditionnalistes, elle peut même se donner le luxe de paraître se critiquer elle-même afin d'égarer ses adversaires sur des voies de garage. Donc là, la contre-initiation, sincèrement, Monsieur de Benoît, elle méritait un peu plus que ces 3 lignes. D'accord? Parce que il est hors de question, illusoire, stupide, incompétent, malhonnête intellectuellement, de parler de conspiration sans parler de l'aspect eschatologique de cette conspiration. Il est évident qu'il est impossible de comprendre la conspiration par des athées dégénérés qui ne croient pas du tout en ces choses-là. Et je veux dire par ces choses-là, vous qui en parlez d'ailleurs, puisqu'on va y arriver, de Lucifer, de Dieu, de franc-maçonnerie, hein, dogmatique ou adogmatique, certainement, enfin c'est évident, c'est la même. Donc si on ne parle pas de ça, on ne peut pas comprendre la conspiration parce qu'elle n'a aucun but, puisqu'il est évident que cette conspiration ne peut être due, elle ne peut avoir pour objectif ni le pouvoir ni l'argent. Ça, je crois que c'est clair. Puisque l'argent, ils l'ont, le pouvoir aussi. Donc, continuer à faire ça n'a aucun sens si on ne se place pas dans une perspective eschatologique. Donc, quand on parle de contre-initiation, sachant ce qu'est l'initiation, et quand on sait ce que dit René Guénon sur la franc-maçonnerie moderne contre-initiatique, je pense que cette question aurait mérité un peu plus de lignes, d'être un peu plus développée. Je continue. Ah oui, il nous a fait... Ah, celle-là, elle est excellente. Il a pondu une phrase magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En d'autres termes, le comploteur est un autre, mais c'est un autre qui emprunte le visage du même. C'est énorme, ça. Franchement, c'est pas mal. Ça veut rien dire. Hein, ça ne veut rien dire. C'est du... Je vais pas être vulgaire, je vais pas être grossier, mais ça ne veut rien dire. Bien sûr, il va nous faire le coup du juif. Hein, pourquoi les théories conspirationnistes se cristallisent aussi souvent sur les juifs, ce qui distingue la géophobie du racisme ordinaire, etc., bidule et tout. Après, il nous dit que les juifs sont des étrangers alors même qu'ils paraissent être comme tout le monde. Leur altérité est donc plus dangereuse qu'elle n'est pas manifeste, etc., etc. Alors, ce qui veut dire par là, bien sûr, qu'il faut tout de suite discréditer les conspirationnistes parce qu'ils mettent tout sur les dos des juifs, ce qui est encore faux, totalement faux. Les Skull and Bones ne sont pas juifs. Alors arrêtez d'inventer des trucs
pour discréditer vos adversaires, c'est faux. Point barre. La maçonnerie, il y a beaucoup de juifs, certes, mais il y a beaucoup de toutes les catégories sociales, religieuses, tout. Il y a des arabes, il y a énormément de catholiques, il y a du protestant, il y a beaucoup d'athées au Grand Orient, d'agnostiques, il y a de tout. Et ces gens-là, qu'ils sachent ou non, que je sache Lambiki ou Quillardet, sont pas juifs. Alors que c'est les patrons. Stéphanie de la GLNF non plus. Donc pourquoi vous dites des mensonges comme ça? Enfin, et en plus après il sort une théorie sur les juifs qui ne paraissent pas être juifs parce que leur visage... Enfin c'est faux. Et les caricatures antisémites, vous en faites quoi? Les caricatures antisémites, enfin c'est monstrueux. C'est des trucs... soyons sérieux, ça n'a pas de sens ce qu'il dit là, c'est encore quelque chose de tout simplement faux. Voilà. Il va rentrer encore il parle du secret, alors que en fait on sait très bien que cette conspiration ne peut être tenue secrète. Je rappelle aux gens, à ceux qui m'écoutent, qu'une conspiration, elle peut être définie selon Anthony Sutton de la manière suivante. La conspiration doit être secrète, ça je crois que c'est obligatoire, on peut tous convenir de cette première condition. Elle est secrète initialement, puisque après cette conspiration, elle doit se réaliser. Donc autrement, les gens qui conspirent n'ont aucun pouvoir. Donc si elle se réalise, déjà elle est moins secrète. Donc on ne peut pas dire qu'une conspiration reste toujours secrète. Donc c'est une question de chronologie. Donc il faut arrêter de dire qu'on a toujours dit qu'elle est secrète alors qu'elle est transparente, c'est ridicule. Donc il suffit juste de comprendre ce petit point assez élémentaire et basique de la conspiration. Tertio, Anthony Sutton donne une troisième condition, c'est-à-dire l'illégalité. Donc cette conspiration doit être illégale. Par exemple, je me répète encore une fois, mais bon, il ne faut cesser de répéter les choses tant qu'il est nécessaire dans cette période de dégénérescence où les gens ont des mémoires de poissons rouges. L'illégalité, par exemple, comme je l'ai expliqué, des conspirations économiques, des trusts économiques. Donc ils font ça dans la totale illégalité au détriment du consommateur. Les SMS, Orange, Bouygues et SFR. Les rayons de supermarché, les chefs de rayons de supermarché qui se mettent tous d'accord sur les prix, donc ils s'appellent, etc. Microsoft, Coca-Cola qui veut racheter tout le monde pour avoir un pouvoir gigantesque. Donc la conspiration doit être illégale. Voilà. Donc c'est très très simple et je vois pas qu'est-ce qui peut être dit contre ces trois points qui définissent la conspiration. Je vous signale aussi, je vous invite à aller lire le livre d'Annie Lacroix-Rize, je sais pas, peut-être que vous connaissez pas Le choix de la défaite d'Annie Lacroix-Rize, vous arriverez à comprendre bien des choses. Donc après avoir défini la conspiration, je continue. Il dit, enfin, il ne paraît pas très raisonnable d'imaginer que des comploteurs soient à la fois assez puissants pour modeler l'histoire à leur convenance et suffisamment stupides pour révéler noir sur blanc, comme dans le cas des protocoles ou des Monita Secreta, leur intention de dominer le monde. C'est votre pensée. Moi, je la trouve vraiment stupide, mais c'est pas un argument. Ça peut pas être un argument ni une preuve. Surtout que cette phrase commence, il ne paraît pas très raisonnable. Enfin, je m'en fous de la possibilité de paraître raisonnable, cette pensée. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Ce sont les faits. Et tout ce qui est déraisonnable est souvent juste. Vous savez que la réalité dépasse souvent la fiction. Donc même la réalité dépasse la déraison. Donc la réalité est plus que raison. Elle est au-delà de la raison. Mais c'est pas parce que c'est déraisonnable que ce n'est pas vrai. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc ceci est tout sauf un argument, c'est ridicule. Il nous dit, texto, il nous traite de... Alors écoutez-moi bien, ces théories,
soi-disant de la conspiration, rejette d'emblée toute contradiction, tout argument qu'on pourrait leur opposer, en y voyant soit une preuve manifeste de naïveté, etc., etc. Pas du tout. Pas du tout. Nous, on veut juste une enquête sur le 11 septembre. Prouvez-nous vos assertions. On demande les vidéos. Il y a 84 vidéos autour du Pentagone. On demande à les voir. C'est tout. Basta, ça s'arrête là. Vous nous dites tout argument pourrait leur opposer serait traité de naïf. Mais opposez-les les arguments. On verra si on les traitera de naïfs. Donnez-les les vidéos. C'est tout. Arrêtez de déclassifier les documents. Mais c'est hallucinant, hein. C'est de conspirationnistes qui vont nier certains documents qu'on n'arrive même pas à avoir en notre possession. Donnez-les ces documents. C'est assez hallucinant. Bon, après, les thèses conspirationnistes, autrement dit, font un usage systématique du soupçon freudien. Hein. Déjà, citer Freud, moi je trouve ça assez risible en 2008. Mais surtout, il cite une phrase assez impressionnante. Hein. Écoutez bien ce qu'il va dire. Hein. Donc, ce qui veut dire donc le soupçon freudien, c'est que qui affirme avec force n'être pas intéressé par les choses du sexe, confirme par là même combien il en est obsédé. Donc, c'est-à-dire plus une personne, elle va dire non, plus il est obsédé et tout, ça veut dire qu'il ment, peut-être. Donc, il en arrive à dire quoi? Si la personne avoue, c'est qu'elle est coupable. Si elle nie, c'est qu'elle est également coupable. Là, il y a juste un petit problème. La deuxième partie de la phrase, elle n'a pas lieu d'exister. Parce que si la personne avoue, elle est coupable, point barre. On la met en prison, on sait qui est le responsable de ses actes. D'accord? Ça s'arrête là. Coupable. Donc elle ne peut pas nier après, et donc être coupable quand même. Donc il nous impute ici une mauvaise foi. Après, enfin c'est impressionnant, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc vous avez David Rockefeller qui avoue d'être un conspirationniste et qui le dit et dit qu'il est fier de l'être. Il plaide coupable et fier de l'être. Et qui après va nous dire que c'est de l'humour, hein, bien sûr, hein, venu de l'homme le plus riche du monde, hein, avec les Rothschild, c'est un humour glacial. Moi, ça me fait pas rire du tout. Donc, s'il est coupable, il plaide coupable, c'est qu'il est coupable. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, vous voyez que ça brasse du vent tout ça. Hein. C'est de la pensée, c'est de l'ersatz de pensée tout ça. Hein. Je continue. De même, tout suspect étant a priori considéré comme coupable, toutes les tentatives qu'il fera pour démontrer son innocence auront pour seul effet d'aggraver la suspicion contre lui. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, totalement faux. Il y a des tribunaux, hein, et il y a des avocats. Il n'a qu'à prouver son innocence, point barre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas ces tribunaux, il n'y a pas cette justice, elle est inféodée à ce pouvoir de banquier, de bankster. C'est tout. Donc, on nous impute encore ici quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. La justice n'a pas encore été faite. Elle n'a même pas encore été demandée. Donc, c'est ridicule, ridicule. Il parle de la théorie du complot et donc infalsifiable au sens que Popper donne à ce terme. Mieux, on ne peut la prouver fausse sans du même coup paraître de la prouver vraie. Alors là, franchement, enfin, c'est ridicule parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun travail qui a été fait dans ce sens. Mais moi, en citant Popper, Karl Popper, j'aurais aimé qu'il parle de son livre La télévision et la démocratie. Hein, comment la télévision a été utilisée pour détruire la démocratie. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus intéressant. Bien sûr, on en arrive à la partie la plus intéressante où il nous traite de paranoïaque, de bouffées de discours délirants. Donc j'ai des bouffées de discours délirants, je suis fou. Hein, je suis fou. Donc y a que c'est eux qui sont sensés, ils sont gentils. C'est des gens normaux, nous sommes fous. Là, il arrive le passage intéressant justement sur la partie religieuse, donc le caractère fondamentalement chrétien des théories conspirationnistes, anti-complot, quoi. Mais, enfin, moi je dis il y a de quoi, il y a de quoi. Vu le mal qu'a fait la franc-maçonnerie à l'Église,
Et enfin, il y a de quoi quand même. Soyons sérieux. C'est non, vous trouvez pas? Quand vous écoutez certains dégénérés du Grand Orient parler de religion, quand vous les écoutez parler de laïcité, je signale, je rappelle la tirade de Dati chez Chabot la semaine dernière. Hein, on est la mi-octobre 2008. Dati chez Chabot expliquait qu'elle était de religion laïcité positive. C'est une nouveauté. Alors on ne sait pas si ça s'écrit en un mot, laïcité positive, on ne sait pas c'est quelle religion, mais c'est une nouvelle religion. Donc quand on voit cette déliquescence de la pensée, de la réflexion et du neurone occidental, on a de quoi être, de se positionner en ennemi face à ces voyous, ces démons ridicules. Donc comme je le dis, il est complètement, vraiment inconcevable de parler de ce complot mondial sans parler de l'aspect scatologique, donc de l'aspect luciférien. C'est impossible, c'est ridicule, hein, ça n'a aucun sens, Et d'ailleurs, tout rentre dans l'ordre quand on fait rentrer dans ce plan Lucifer. Tout est clair, tout est simple. Je rappelle encore, c'est utile, c'est toujours utile, que Lucifer, que Satan, l'ange déchu, est un être qui rentre dans la vie de l'humanité entière, sauf en Occident laïco-maçonnique. Hein, il y a qu'ici où, quand on parle de Lucifer, on se moque de nous, alors que je vous garantis que tous vos dirigeants politiques, tous vos leaders politiques qui paraissent super modernes et progressistes avec leur costume cravate croient en Lucifer, tous, absolument tous sans exception. Faut pas non plus généraliser, mais vous voyez de qui je parle. Hein, ils croient tous quand ils pratiquent de la sorcellerie, quand ils pratiquent de l'astrologie, quand ils pratiquent. Enfin, ces gens-là sont très souvent francs-maçons. Ils connaissent tout ça. Ne vous inquiétez pas. Il y a qu'à vous, petit peuple, qu'ils disent que ça n'existe pas et que ce sont des bobards pour enfants. Bon, bref. Donc, à la page 10, il nous parle donc de Satan, de Lucifer, d'ange déchu, il va encore nous coller l'étiquette d'antisioniste, hein, que les juifs, l'assimilation des juifs et des maçons à Satan, etc. Je répète, au risque, c'est vrai que c'est pénible de se répéter, mais que les Skull and Bones font partie, la plupart des WASP américains, White Anglo-Saxon Protestant, hein, et sachant que les Skull and Bones sont la confrérie secrète luciférienne la plus puissante sur Terre, en Occident, plus précisément, je crois que cet argument s'écroule tout seul. Il va nous citer des petites anecdotes franchement risibles. Alors il parle d'Angleterre, il parle de petites anecdotes ici, des noms, hein, et des dates qui n'ont vraiment aucune utilité, alors qu'il aurait pu laisser cette place et cette encre, il aurait pu l'utiliser pour des choses plus importantes, mais non. Je continue la lecture de son texte à la page 11. Peut-être est-il excessif de prêter aux adeptes du conspirationnisme les ambitions et les projets qu'ils attribuent eux-mêmes aux membres du complot qu'ils dénoncent. Alors là, à chaque fois on croit qu'on a atteint le fond. Eh ben non, il y en a toujours encore, il faut toujours creuser. Monsieur de Benoît est venu avec sa pioche et sa pelle et il continue à creuser. Donc il nous impute à nous, hein, les résistants, parce que moi je me préfère appeler résistants, si je dois définir mon action, c'est de la résistance et non du conspirationnisme, parce que conspirationnisme aussi ça ne veut rien dire.
ma vie n'est pas dans la conspiration, hein. On a tous un travail, une famille, des amis, on vit ailleurs, enfin en dehors de la conspiration et de la politique et de l'économie de la crise actuelle, il y a une vie, d'accord? Il y a une spiritualité aussi, hein. Et je signale quand même à ce dégénéré que la vie sur Terre, en ce qui me concerne, ça ne représente rien. C'est un grain de sable sur Terre. Voilà, ça ne représente rien, absolument rien. Donc ça n'a pas d'importance. Quelle que soit leur manigance et leur conflit, leur guerre qu'ils préparent et qu'ils ont fomenté, les millions de morts qu'ils ont tués, les milliards qui vont suivre, ce n'est rien. D'accord, c'est des anecdotes. Dans l'échelle du temps, c'est peanuts. C'est cacahuètes. D'accord. Donc, ça aussi, monsieur de Benoît, quand on parle à la place des gens, il faut parler vraiment, il faut se mettre vraiment à leur place. Et donc, comme des gens comme nous se positionnent dans une vision spirituelle de la vie, hein, déiste, donc tout ceci n'a aucun sens. Mais de là à renverser la tendance et dire que nous-mêmes, on a les mêmes ambitions que les comploteurs, ça c'est une accusation grave et c'est débile. Franchement, c'est débile. Parce que pour pouvoir comploter, il faut avoir du pouvoir. P-O-U-V-O-I-R, du pouvoir. Donc il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut commencer par une petite conspiration qui s'appelle la Federal Reserve Bank. 1913, île de Jekyll Island, le yacht club de l'île de Jekyll Island, Paul Warburg, Maxou, Rockefeller, Rothschild, John Pierpont Morgan, Kuhn et Loeb & Co, Goldman Sachs, tout ça. Vous connaissez un petit peu tout ça ou ça? Non. Donc à partir du moment où on détourne le pouvoir de battre la monnaie et qu'on se transforme en imprimeur qui vend de l'argent avec un taux d'intérêt, là on commence à avoir un pouvoir phénoménal. Et à partir de là, seulement maintenant, on peut éventuellement commencer à comploter. Parce que autrement, quand on est un citoyen simple, on ne complote rien. Parce qu'il faut de l'argent, il faut du pouvoir politique, il faut un pouvoir judiciaire, il faut un pouvoir militaire. Donc c'est à qui il parle ce type? Franchement, c'est ridicule, encore une fois. Et autre chose, le complot, on ne le combat pas avec un autre complot. Parce que le complot, ce n'est qu'un château de cartes qui s'écroule à la première brise. Et cette brise, c'est la vérité, avec un grand V. Donc il suffit d'informer les gens et de dire la vérité, c'est tout. Il n'est même pas utile de prendre les armes, même pas. Il suffit juste de dire la vérité, et de la répéter jusqu'à ce que les gens saisissent ce qui se passe. Et dans des moments de crise pareils, expliquer aux gens le système monétaire, je vous garantis qu'ils comprennent très très vite. N'est-ce pas, monsieur de Benoît? Expliquez-nous l'article 104 de Maastricht, monsieur de Benoît. Ça serait sympathique. Ou peut-être vous n'êtes même pas au courant de ce complot, cet autre complot maçonnique. Expliquez-nous pourquoi Lincoln Abraham, quand il a décidé d'imprimer ses billets verts, les greenbacks, il a été assassiné en 1865 et il a été remplacé immédiatement par un certain Johnson qui a annulé l'impression de ses billets gratuitement. Avec ses billets, il les imprimait gratuitement, il voulait pas se les faire prêter par Rothschild, le démon. Et pourquoi JFK aussi a été assassiné en novembre 65 ou 63 plutôt, et qui lui aussi voulait imprimer les Federal Reserve Notes. C'est des billets aussi parce qu'il ne voulait pas passer par la Federal Reserve, et donc il a été aussi assassiné, et il a été remplacé par un autre président qui porte le même nom, Johnson, aussi, comme par hasard. Donc expliquez-nous tout ça. Ça c'est bien, ça serait bien. Pourquoi vous faites pas une petite étude sur ça, monsieur de Benoît? Je trouve ça intéressant, moi. Après, toujours, il nous cite des anecdotes. Donc, il y a toujours de la place pour l'inutile chez monsieur de Benoît. Par contre, pour tout ce qui est intéressant, nada.
Rien du tout. À la page 13, encore des anecdotes. Il va nous parler d'en Grande-Bretagne, tous les Allemands dans la Première Guerre mondiale ont été pris pour la 5e colonne, qui avait toute une littérature. Mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses quand on est en guerre contre l'Allemagne et qu'on se retrouve avec une diaspora de 40 000 personnes, de se demander, ça c'est le minimum du travail que doit faire la sûreté nationale. Enfin, je vois pas où il est où est le problème. Maintenant, la problématique serait de les tuer ou de les parquer. Par contre, quand vous dites que c'est les médias qui ont créé cette panique et qui ont foutu le feu contre cette diaspora d'Allemands en Angleterre, je vous signale que les médias, c'est les banques. D'accord ? Et que la Première Guerre mondiale a été créée de toutes pièces par justement ces banksters, c'est eux qui l'ont financée. Donc arrêtez de trouver des exemples aussi foireux. C'est encore une fois ridicule. Puis il va nous parler à un moment donné de Hitler et de son appartenance à la société de Thulé, les supérieurs inconnus, les maîtres tibétains, de Karl Haushofer, la société de Thulé. Alors bien sûr, tout ça n'est rien, tout ça est faux pour Monsieur de Benoît. Bon, peut-être, maintenant j'aimerais qu'il m'explique, tout le plus gentiment du monde, sans aucune violence ni roublardise, qu'est-ce que le svastika, c'est la croix gammée. Parce que c'est pas la croix gammée, ça n'est pas du tout ni des gamma ni des oméga. Ça s'appelle un svastika. Svastika qui veut dire bon augure en sanskrit. Le sanskrit, c'est la langue de qui ? Des Indiens. Donc, quand on dit que Hitler était très impliqué, très profondément touché et très curieux de ce genre de savoir ésotérique, c'est la vérité. Il serait utile aussi, puisque vous parlez de Hitler, de donner quelques détails sur Fritz Thyssen, le magnat financier de Hitler, et de l'Union Banking Corporation, et du grand-père Prescott Bush, et de Avril Harriman, qui a financé Hitler, et qui s'est fait arrêter par le Congrès en 1943, le Prescott Bush, qui fait partie des Skull and Bones. Est-ce que tout ça est vrai ou faux, monsieur de Benoît ? Là, vous commencez à comprendre certaines choses, non ? Quand il va parler... Tout de suite après, il va dire, alors je le cite, ça va être plus simple à comprendre. Il dit donc que les conspirationnistes comprennent toujours ce qu'ils veulent en lisant les textes, qu'ils utilisent donc les termes euphémisation, distance énonciative, substitution lexicale. Je savais même pas que ça existait, moi, tout ça. Parce que quand je lis le projet du PNAC et que le Project of New American Century de la clique dégénérée des sionistes néoconservateurs américains type Richard Pearl, Kagan, Wolfowitz, etc. et qu'ils disent que pour enclencher leur plan, ils ont besoin d'un New Pearl Harbor et que le New Pearl Harbor, le 11 septembre, il apparaît comme une fleur, je ne comprends rien d'autre, c'est très simple. Il y a rien à comprendre. Quand je lis les mémoires, le 27e chapitre des mémoires de David Rockefeller, je n'ai pas besoin de faire d'euphémisation ou de distance énonciative ou de substitution lexicale. Il dit que c'est un conspirateur, point barre. Donc arrêtez d'inventer des trucs, franchement. Et quand vous dites que le conspirateur arrivera toujours à faire apparaître ce qu'il désire, etc., nous, on n'a pas de prison pour torturer les gens et les faire avouer ce qu'ils n'ont jamais fait, ce qu'ils n'ont jamais vu. Guantanamo, c'est l'État américain qui l'a fait. C'est pas nous. Nous, on n'est rien du tout. On est juste des petits citoyens. N'est-ce pas, monsieur de Benoît ? C'est hallucinant, toujours cette fameuse technique de nous coller à nous les défauts et les crimes des autres. C'est impressionnant. C'est toujours la même chose aussi, c'est le facteur qui prend la responsabilité du message. Alors on dénonce et c'est nous les coupables. Oh là là, c'est nouveau ça. Alors, alors le summum de la bêtise est atteint par le dernier paragraphe
le dernier. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais le lire, ça sera plus simple. Je commence. Dissipant pour finir un éventuel malentendu. Ce qui précède n'a évidemment pas pour but de donner à penser que l'histoire humaine n'a aucun prolongement au-delà de ses apparences immédiates. Il ne s'agit pas de nier l'existence des sociétés secrètes, des lobbies, des organisations transnationales et des groupes d'influence d'hier et d'aujourd'hui. Il est bien clair que tous les acteurs de l'histoire ne se tiennent pas nécessairement à l'avant-scène. Et l'on sait bien que la transparence dont se targuent parfois les sociétés modernes s'accompagne de zones opaques bien persistantes. Il n'est pas non plus question de récuser par principe des hypothèses ou des interprétations métaphysiques portant sur l'histoire invisible au sens d'un Raymond Abellio, par exemple, a pu donner à ce terme. Il va de soi enfin que les complots ne sont pas toujours mythiques et que les conspirations ne sont pas toujours de pures inventions. Mais la littérature conspirationniste va bien au-delà d'une légitime interrogation sur ce qui se passe à l'arrière-plan de la vie politique et sociale. Par son systématisme, par le caractère global de ses affirmations, par les modes de raisonnement qu'elle met en œuvre, elle se situe d'emblée sur un plan qui excède largement à la fois le raisonnable et le vraisemblable. On a essayé de montrer ici que ce conspirationnisme met en jeu des mécanismes psychologiques assez spécifiques. Ces mécanismes s'enracinent eux-mêmes dans des traits permanents de l'esprit humain. C'est la raison pour laquelle il y a tout lieu de penser que les théories du complot réapparaîtront toujours sous une forme ou sous une autre. Si absurdes qu'elles puissent être, leur puissance mythique les dotera toujours d'une évidente capacité de séduction. Bon, c'est fini comme ça avec le mot séduction. Déjà, ça n'a rien de séducteur, une lecture réelle et juste de l'histoire. Hein, ça n'a rien de séducteur, c'est effrayant, je le répète. Et maintenant, je vais revenir à la première phrase de ce paragraphe, dissipant pour finir un éventuel malentendu. Ah non, c'est pas un malentendu, c'est un bien entendu. Ce que je vois dans ce travail médiocre, c'est un discrédit, une diabolisation de toute étude alternative de l'histoire officielle financée par l'État, par les banques, par les médias, et rien d'autre. Parce que finir avec un paragraphe comme ça n'a aucun sens. Autrement, il aurait fallu faire le travail autrement. Voilà ce qu'il aurait fallu. Il aurait fallu parler des vraies questions essentielles, du vrai complot, du complot économique, financier. Comment se fait-il que la France, en 2008, le 22 octobre 2008, qu'une banquière, qu'une avocate médiocre comme Christine Lagarde, qui n'y connaît rien en économie, absolument rien, d'ailleurs peu de gens s'y connaissent actuellement dans l'économie dégénérée qu'elle a produit, que l'Occident a produit, comment se fait-il qu'il puisse injecter 10,5 milliards d'euros dans les banques privées? Ça c'est un complot, ça c'est un sabotage, ça c'est un crime. Voilà des faits concrets qui passent sur TF1 quotidiennement depuis plusieurs semaines. Comment se fait-il que la BCE puisse injecter des centaines de milliards d'euros dans les économies européennes? Comment se fait-il que la Federal Reserve Bank, par le plan Paulson, injecte des 700 milliards, des 560 milliards de dollars? Comment se fait-il qu'ils puissent fabriquer de l'argent papier et de le vendre à un taux d'intérêt à 5-6% alors que ce n'est que du papier? Est-ce que vous nous prenez pour des dégénérés tels vous autres? Non. Il suffit, ça devient insupportable. On ne peut plus porter une telle bêtise, on ne peut plus, c'est infaisable, c'est insupportable. Voilà, c'est insupportable. Il n'y a pas d'autre terme, on va pas se casser la tête à trouver des synonymes, alors que un seul mot suffit à exprimer notre sentiment, notre pensée. Donc, Monsieur de Benoît, je vous prierai donc, après ce lecture attentive de votre étude bien médiocre, de reprendre donc les points, les repères que je vous ai donnés, de les étudier sérieusement, ou sinon autrement de nous expliquer le plus clairement quel est votre objectif dans ce genre d'études. Est-ce que votre objectif est tel David Abiker sur France Info, qui parle des chèques subliminaux, des chèques à extorsion de signature, en expliquant que le texte qui est inscrit de Robert Schuman du 9 mai 50 du traité de Rome est inscrit en minuscule pour ne pas être falsifié, alors qu'il sait très 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 bien qu'il n'est pas du tout utile de rendre infalsifiable un chèque, étant donné que c'est un imprimé
qui ne présentent aucun intérêt. On peut faire un chèque sur du PQ, on peut faire un chèque sur une feuille A4, et c'est la loi. Ceci est la loi, ce qui n'a strictement rien à voir avec un billet de banque, une carte de résidence, un passeport, une carte de je ne sais pas moi, un permis de conduire, une carte enfin toute carte officielle importante qui puisse compromettre le propriétaire, par exemple une carte grise. Voilà, donc non, un chèque, ça n'a pas besoin d'être. Je signale qu'un chèque, un chéquier, c'est vide au départ. Vous pouvez faire un chèque de 1 euro ou de 1 milliard d'euros, d'accord? Donc ça ne sert à rien. De surcroît, on est obligé de présenter une carte d'identité. D'accord? Bon, donc je crois que là, ça semble clair, là, quand je parle. Pourtant, vous avez des gens comme David Abiker, ce dégénéré, qui va faire une rubrique avec plein d'humour, plein de finesse, qui se croit très intelligent, alors que ce type, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il ne fait rien d'autre que des chroniques sur ce qui traîne sur Internet. C'est-à-dire pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. C'est n'importe quel jeune de 20 ans pourrait faire ça beaucoup mieux que lui. Donc, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il ment aux gens, il ment au peuple, par le service public, France Info, payé par nos deniers. Il va mentir aux gens, il va pas leur dire tout ce qu'il en est de la question. Voilà. Et ça, c'est petit joueur, ça, c'est malhonnête intellectuellement. Donc, voilà, je vous invite juste à aller étudier la question. Si vous voulez commencer par l'article 104 de Maastricht 1992, comme je vous l'ai dit, c'est bien, c'est très très bien. La Federal Reserve Bank 1913 aussi, c'est très très bien. Vous avez un très gros travail effectué sur les Skull and Bones, Anthony Sutton, ça aussi c'est excellent. Bon, Annie Lacroix-Riz et le choix de la défaite, ça aussi c'est phénoménal. Je vous suggère d'étudier, de lire tout René Guénon, ça serait très très bien. Ça, c'est franchement très très bien. Autrement, vous avez aussi le livre d'Aaron Monus, l'Empire Nietzschéen, les secrets de l'Empire Nietzschéen. Ça, c'est aussi excellent sur la GLNF, Grande Loge Nationale de France. Sinon, vous pouvez vous mettre aussi à étudier l'affaire de Patrice Allègre et du juge Pierre Roche, dans l'affaire donc de Toulouse et la disparition de 170 personnes, dans laquelle sont impliqués un garde des Sceaux, Dominique Perben, et un maire, Dominique Baudis, avec plein de drogués, de cocaïnomanes, de violences, de viols, de crimes, etc. Ça aussi vous pouvez vous renseigner là-dessus, ça peut être intéressant pour vous. Quoi d'autre? Écoutez, si vous avez des questions à poser, je me tiens à votre entière disposition afin d'améliorer vos connaissances de ces choses-là, et on vous priera le plus cordialement du monde la prochaine fois d'éviter de parler de choses que vous ignorez. Voilà. Merci pour votre écoute.